Ouais. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir encore plus de choses. C'est que tu nous mets plus à l'aise, en fait, plus confortable. Voilà. On voit plus les caméras, on voit plus rien. J'ai une première image, d'ailleurs, c'est plus derrière vous. Pour vous, ah oui, vous tournez carrément le siège. Ah, il faut pas tourner le siège. Pardon. Est-ce que vous reconnaissez? Attention. Fécamp. Ah bien, en Normandie. Ouais, Normandie, je reconnais parce qu'avec mes frères, on allait tout le temps en haut, aller jouer dans les blocos. C'est là que vous avez signé votre première licence de basket. Ouais, Quel souvenir vous gardez de cette époque? Ah ben, plein de choses. C'est là où on a grandi. Vraiment, c'est là où le plus loin je peux revenir en fait de ma jeunesse. Je me rappelle bien où on jouait. Combien de temps vous êtes resté là-bas? 3 ans, 4 ans, parce qu'on déménageait beaucoup. Oui. Comme mon père était basketteur professionnel, on déménageait souvent. Mais Fécamp, c'est là où j'ai signé ma première licence. C'est là où j'ai vraiment commencé le basket. Si vous pouviez donner un conseil à l'enfant que vous étiez à cette époque, ce serait lequel? De rester positif, de ne pas écouter les gens. Parce que tout le monde disait que j'étais trop petit, trop maigre, tu n'y arriveras jamais en NBA. Et donc, je suis content que j'étais assez fort mentalement et que mon père m'a inculqué ça, d'être vraiment fort mentalement et pas écouter les autres. Vous le disiez, vous avez beaucoup bougé. Il y a cette carrière professionnelle de votre papa. Ça a forgé votre caractère, ça aussi? Ça a participé à ça? Bien sûr. Mais je pense que j'ai eu un peu le meilleur des deux mondes. Tu as mon père qui, qui a le côté américain, une grosse confiance en soi. Et après, le côté de ma mère, le côté européen, où il faut garder les pieds sur terre. Mais je pense que le mix des deux, ça fait que j'ai pas pété les plombs, même malgré les sommes d'argent ou la réussite ou quoi. Toutes les choses qui sont arrivées dans ma vie, j'ai toujours bien analysé les choses et gardé les pieds sur terre. Alors, de Fécamp à la NBA, Lilia Wousfoul a tenté de retracer votre parcours. Pour cela, elle a rencontré des gens qui vous connaissent très, très bien. Et oui, votre portrait tout de suite dans Bonsoir. Du basketteur Tony Parker, on sait tout. La carrière, la gloire, les titres. De l'homme, peut-être un peu moins. Pour nous parler de lui, nous avons rencontré ceux qui le connaissent le mieux. Ses frères, ses amis, comme ceux qui l'ont suivi. À Villeurbanne, sur le parquet de l'Asvel, rendez-vous avec Gaëtan Muller. C'est l'un des meilleurs amis de Tony Parker. Ils ont touché leur premier ballon ensemble. À l'époque, ils visent déjà très haut et Gaëtan en est le témoin involontaire. On s'est connus par l'intermédiaire de son papa qui organisait des tournois de basket dans les différents quartiers de la banlieue de Rouen. Il a su me séduire, entre guillemets, en se disant « Tiens, lui, il est grand, il peut me servir à aller un peu loin dans le championnat, minime championnat de France. » Et du coup, il m'a vendu du rêve, entre guillemets, et du bon rêve, puisqu'on a fini vice-champion de France pour la petite histoire. Et voilà, lui, il savait déjà où il voulait aller, quelle trajectoire il voulait avoir. Et c'était, pour certains, ça aurait pu être pris comme une marque d'égocentrisme mais finalement c'est simplement de la confiance. Au cœur de la réussite de Tony Parker, une constante, la rigueur. Sur le parquet comme dans la vie, l'homme ne laisse rien au hasard, comme en témoigne l'un de ses proches, le DJ Cut Killer. Tout est ordonné. Il n'y a pas genre au dernier moment on fait un truc, non, lui c'est déjà à l'avance, il sait très bien que dans 6 mois il va faire ça. Un jour il dit dîner à 20h, moi j'arrive à 20h20 et il fait la gueule gros. Ah, il n'aime pas le retard, il n'aime pas quand c'est un... Je dis, vas-y, c'est bon, ça va, on est chez toi, on descend, c'est bon, c'est à côté. Il me dit non, mais c'est avec tout le monde. Parce que si on doit partir à telle heure, si on est qui est en retard, il peut partir sans « Salut, au revoir ». Je fais « Putain, mais comment je fais ? Débrouille-toi ». Ah, la dinguerie. Aujourd'hui retraité, le sportif va laisser place à l'homme d'affaires. Georges Eddy le suit depuis plus de 20 ans. Comme Magic Johnson et comme Michael Jordan, qui sont devenus milliardaires en dollars grâce aux différentes business qu'ils ont créés, Tony Parker peut faire une meilleure carrière après le basket que pendant sa carrière de joueur. Et ça serait quand même extraordinaire. Derrière cette quête perpétuelle de l'excellence, l'ombre d'un homme, Tony Parker Senior, son père. Ancien basketteur professionnel, il a transmis à ses enfants le goût de la compétition, comme nous le racontent 2 de ses fils, TJ et Pierre. Il était dur avec nous, parce qu'il voulait vraiment qu'on arrive le plus haut possible. Et après, c'est que souvent, il nous disait de sortir, jouer dehors et jouer entre nous. Et puis, même on jouait aussi avec lui, on faisait 2 contre 2, les 2 frères, le père et lui. Ah, c'est juste sa façon de parler, sa façon de donner confiance. C'est quelque chose qu'il avait en lui depuis que lui, il était jeune aussi. Peut-être est-ce là le secret de Tony Parker. À 37 ans, il quitte les terrains avec l'un des plus gros palmarès du sport mondial. Mais pour eux, il a surtout réalisé le rêve de leur père. De juste voir mon père regarder les matchs, il vit en fait les matchs. C'est incroyable, c'est comme s'il est sur le terrain. Je crois que j'en ai perdu encore le bras.
où je suis à côté de mon père et puis on dirait que c'était lui qui était dans le match tout le temps de faire ça. Je fais, mais c'est bon, t'es pas sur le terrain, arrête de me pousser, quoi. Mais je crois que c'est ça qui l'a fait mon père, c'est vraiment vivre son rêve à travers son fils. On apprend des choses. C'est clair. Bah, surtout si tu parles à la famille. Bah oui. Vous avez passé 17 ans à San Antonio, on le disait, dans le Texas. Là-bas, vous êtes une légende. Voilà d'ailleurs comment ils ont salué votre annonce, lorsque vous avez annoncé la fin de votre carrière. Vous avez vu cette une du carnet des sports, Bidding Adieu. Ah bah j'avais même pas vu. Ça vous fait quoi? Non, j'avais même pas vu. C'est beau. C'est comme à San Antonio, de toute façon, c'est une grosse histoire d'amour avec cette ville, avec nos fans, ils sont incroyables. Et jamais j'aurais pu imaginer que ça se passe comme ça à San Antonio. Quand je suis arrivé au Texas, je connaissais rien du Texas, j'étais jamais allé à San Antonio à 19 ans. Et c'est vrai que 18 ans après, c'est la maison. C'est vrai que San Antonio, c'est la maison et j'ai vécu tellement de bons moments là-bas. On s'est demandé, nous, comment résumer votre carrière. C'est compliqué, hein. En quelques mots, on a trouvé un petit quiz spécial. On va donner des chiffres. Okay. Tous vous concernent et à vous de nous dire à quoi ça correspond. Si ça vous... Voilà, on va commencer avec un premier chiffre. Je pense que c'est facile. 1,88. 1,88. Dites pas qu'on s'est trompé. Je sais pas. C'est votre taille. Vous cherchiez beaucoup plus compliqué. Et vous le disiez tout à l'heure, on vous trouvait trop petit. Trop maigre aussi, c'est ça, c'est ce qu'on a lu? Quand j'étais jeune, ouais, bien sûr. Ouais. Et vraiment, on vous a dit, laisse tomber, ça va pas. Ah ouais, non, on m'a vraiment dit ça quand j'étais jeune. Ouais. C'est petit, par rapport à la NBA, parce qu'ils font tous sûr. 2 mètres, 2 mètres 15, 2 mètres 30. Même moi, j'ai un coéquipier qui faisait 2 mètres 25. Donc oui, forcément, vous étiez très petit. Moi, je suis petit dans mon monde. Ouais. Après, dans le monde normal, ça va. Ça va à peu près. Autre chiffre, tiens. 19. C'est quand je suis arrivé en NBA? Ouais, le premier match, l'âge de votre premier match, vous en gardez quel souvenir? C'était face aux Clippers? C'était incroyable. Mon premier match en NBA, je ne savais même pas si j'allais rentrer, on ne sait jamais. Hein. C'est ma première année et le coach, au bout de 5 minutes, le meneur, il fait une bêtise et il dit « Tony, rentre !» Et moi, je regarde, déjà au bout de 5 minutes. Mais comme quoi, le destin, il fait bien les choses. Autre chiffre? Le nombre de titres que j'ai gagnés aux États-Unis. C'est énorme, non? En plus, c'est par rapport à l'histoire, même aux États-Unis, c'est énorme parce que je crois qu'on n'est pas beaucoup à avoir gagné 4 titres dans l'histoire. Et j'aime bien la façon dont ça a été fait aussi, parce que tu as 2003, 2005, 2007, donc on en gagne 3 à 5 ans, on domine. Et après, plus rien jusqu'à 2014, où on a dû cravacher. Et c'est vrai que le 2014, je l'ai vraiment savouré. Je vais vous demander lequel était le plus beau. 2014. Vous y croyez encore à ce moment-là? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est dur de gagner un titre. Mais quand tu as gagné à 21 ans, tu penses que ça va être facile, on va gagner. Et puis 23, on gagne. 25 ans, je gagne encore. Puis après c'est vrai que c'est dur. C'est ça. Et c'est pour ça que c'était fort de revenir et de goûter à ça une dernière fois. Notre chiffre. 181. Nombre de sélections en équipe de France. Il est trop fort. Il est trop fort. Oui, il représente quoi pour vous, ce maillot? C'est mon pays. C'est mon pays. Moi, j'ai toujours pris beaucoup de fierté de jouer pour mon pays. Et je sais pas, une flamme qui s'est créée en moi quand on a gagné le titre en 2000, quand j'avais 18 ans, on est champion d'Europe junior. Et donc, je me suis fait une promesse à moi-même que j'aimerais amener le premier titre de l'histoire du basket français, parce qu'on n'avait jamais rien gagné dans l'histoire. Et donc, ça me tenait à cœur. J'aurais eu l'impression que ma carrière n'aurait pas réussi si je n'avais pas gagné quelque chose avec l'équipe de France. Allez, j'en ai un dernier. Attention. On parle d'immobilier, c'est vrai 25 hectares. C'est votre jardin à San Antonio? Non. Un hectare. Celui-là, on ne vous l'a pas donné dans les stats. Non. Je pouvais pas le prévoir. Pour parler de la ville, votre famille, je le disais, vit toujours là-bas. Vous avez dû bouger à Charlotte? Cette photo, en plus, c'est ma première maison, ça. Ah, c'est pas celle-là maintenant? Non. Oh là là, excusez-moi. Faut parler avec votre équipe, là. On va téléphoner. Non, mais ça me fait marrer de la voir parce que c'est la première maison que j'ai achetée à San Antonio. C'était plus petit le jardin, là? C'était beaucoup plus petit, là. Beaucoup plus petit. C'était même pas un hectare. C'était pour pas montrer où vous habitez aujourd'hui. C'est gentil. Attention, on fait très attention. En fait, c'était fait exprès. Voilà. Alors, on parlait d'enfants, vous êtes papa de 2 garçons. On l'a vu, ils ont envie de suivre la carrière de papa et de papy? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ils jouent pas au basket, non. Ils font plus golf et baseball pour l'aîné. Et le petit, musique, piano. Ah oui, rien à voir. Rien à voir avec le basket. Quand je leur monte un ballon de basket, non.
Pas du tout, non, pas du tout. Moi, je suis content. Déjà, j'adore le piano. Je joue un petit peu au piano, donc j'aime bien que un petit artiste, pourquoi pas. Hein, c'est très sympa. J'aime beaucoup la musique. Et donc, l'aîné, si c'est baseball, c'est trop marrant les petits comme ça quand ils jouent au baseball, parce que c'est pas un sport connu en France, mais aux États-Unis, c'est quand même un sport qui est vachement pratiqué. Et donc, c'est vraiment marrant de les voir jouer. Tony Parker, merci. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Avec on plaisir. ira notamment du côté de Venise, une ville saturée par les touristes. Et puis, on retrouvera toute l'équipe, évidemment. Frédéric Pommier, Ariane Massenet et Julien Cazard. Ce sera juste après la pub. À tout de suite.